tous et bienvenue sur Tremplin TV. Je suis Coralie Vincent et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce second débat sur le thème du bâtiment de demain. Alors étant moi-même plutôt novice sur le sujet, je me suis entourée de 5 experts basés en Occitanie pour répondre à différentes questions et nous éclairer sur ces enjeux pour demain. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec la première question, je vous propose que chaque expert puisse se présenter pour éclairer un petit peu nos futurs débats. Cédric, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Cédric Noyer, je suis le gérant de la société EMB. On est en activité dans tout ce qui est courant faible pour les entreprises qui passent par le câblage informatique, l'alarme, la vidéo et le contrôle d'accès. Et on fait l'installation et la maintenance de tous ces systèmes-là. Merci Cédric. Olivier, je vous laisse la parole. Bonjour, Olivier Fromenteau de la société Temelia. On accompagne, nous, tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans la réalisation de leurs projets, depuis la toute première définition du besoin jusqu'à la réception des ouvrages. Super, merci. Julien, à vous la parole. Oui, bonjour. Julien Bellanet, société AJS Énergie. Nous sommes une entreprise dans les travaux du bâtiment, dans la branche et les domaines du CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation et climatisation, et de l'électricité courant fort et courant faible. Voilà. Merci. Michel, à vous. Bonjour, Michel Béchu, je travaille chez Colas. Donc Colas intervient sur les infrastructures routières à travers la construction et l'entretien, mais on intervient aussi autour des bâtiments, pour la construction des bâtiments. Merci. Et Christian, pour terminer. Bonjour, donc Christian Perral, architecte, en quelque sorte le généraliste de la construction. Merci. On est un peu plus éclairé déjà sur vos expertises. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Selon vous, aujourd'hui, quel est le contexte de votre secteur, donc le bâtiment ? Quels sont ses enjeux, ses menaces, ses opportunités ? Voilà, si vous pouviez un petit peu nous éclairer sur la question. Cédric, peut-être ? Sur les enjeux, aujourd'hui, tous les bâtiments sont connectés. Donc, je pense que plus ça ira, plus ils seront encore plus connectés. Nous, on intervient sur toute cette partie-là et souvent sur le lot électricité aussi, pour pouvoir gérer le chauffage, la lumière, pouvoir aussi gérer pas mal d'économies au niveau de l'énergie, parce que c'est le sujet quand même qui est aujourd'hui et surtout de demain. Donc on intervient pour pouvoir amener de l'objet connecté pour faciliter les clients à gérer son énergie. Merci. Michel, peut-être ? Un des enjeux actuels, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de fonciers disponibles, de fonciers qui n'ont pas eu de première vocation en termes de construction. Donc aujourd'hui, une des problématiques qu'on retrouve de plus en plus, c'est de devoir réutiliser des fonciers qui ont déjà connu une activité qui peut être industrielle ou autre. Donc on a des problématiques aujourd'hui de valorisation de ce qui existait, de déconstruction, de dépollution. Du coup, vous le considérez plutôt comment ? Comme une menace, comme une opportunité ? Alors, ça peut être une opportunité, tout dépend comment on se place. C'est forcément des coûts complémentaires pour le maître d'ouvrage, donc il faut trouver des solutions on va dire innovantes pour atténuer ces coûts. Et des fois, ça crée des opportunités, parce qu'en réfléchissant, on amène des solutions et on se retrouve à proposer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Alors du coup, en parlant de maître d'ouvrage, Olivier ? Alors effectivement, aujourd'hui, on constate quand même qu'un des grands enjeux du bâtiment de demain et de la grande problématique aujourd'hui, c'est l'isolation des bâtiments. C'est-à-dire que la performance thermique des bâtiments, alors ça ne concerne pas que l'isolation, mais la performance thermique des bâtiments est un sujet qu'il faut traiter dans le cadre et du réchauffement climatique pour mieux isoler, et dans l'économie d'énergie pour des questions de finances. Et alors effectivement, on a un foncier qui se raréfie, on a tout un patrimoine bâti qui existe et qu'il faut entretenir, dans un contexte qui se tend, avec des raréfactions des ressources, avec tous ces problèmes-là. Moi, l'état des lieux que je vois aujourd'hui, c'est plutôt ça, quand on parle d'état des lieux en fait. Alors juste peut-être pour mieux que nos auditeurs en tout cas comprennent juste la définition de maître d'ouvrage par rapport à maître d'œuvre, qu'on comprenne bien la différence entre ces deux typologies. Alors le maître d'ouvrage, c'est celui qui a besoin d'un ouvrage, c'est celui qui va l'utiliser
ou en tout cas le faire construire et donc le financer. D'accord ? Donc ça peut être une collectivité, ça peut être une entreprise, le chef d'entreprise ou l'entreprise est donc son maître d'ouvrage. Et le maître d'œuvre, ça va être plutôt quelqu'un comme Christian, qui va être le réalisateur, c'est-à-dire le concepteur qui lui va faire les plans, va faire la conception générale du projet avec différents bureaux d'études. Merci beaucoup Olivier, vous me permettez une super transition avec Christian. Du coup, pour vous, le contexte aujourd'hui, quel est-il ? On peut dire que tout le monde s'interroge. Donc le contexte, on se pose des questions, on trouve des réponses aussi, et on en cherche. Effectivement, les axes principaux, il y a la consommation d'énergie, la maîtrise de l'énergie, l'isolation thermique des bâtiments, peut-être aussi leurs usages. On peut citer par exemple le télétravail. Le télétravail peut-être va induire moins de construction. Et moins de construction, c'est pas forcément bien pour les acteurs du secteur du bâtiment, mais ça peut être bien pour l'axe développement durable. Donc ça peut être aussi... on a l'impression qu'il y a plusieurs curseurs sur lesquels on peut agir. Et effectivement, selon les cas, les implantations, la typologie des bâtiments, les attentes du client, les curseurs sur lesquels on peut intervenir sont différents. Voilà. Donc on est dans une période de pleine recherche, on peut dire. Et spécifiquement, en tant qu'architecte, vu que le foncier quand même se raréfie, comment vous appréhendez en tout cas le marché aujourd'hui par rapport à ça ? Et en fait, le foncier se raréfie, les bâtiments existants, même s'ils ont une cinquantaine d'années, correspondent plus du tout aux normes actuelles et encore moins aux normes futures. Donc par rapport à cette situation, effectivement, la question de démolition, reconstruction, réhabilitation, rénovation, extension, pas extension, peut se poser. En théorie, moins on a à démolir le bâtiment, moins on parle de déconstruction, mieux c'est. Mais quelquefois, d'intervenir thermiquement, on peut passer la balle à l'entreprise de CVC. Effectivement, c'est pas simple d'intervenir sur un bâtiment existant pour le mettre aux normes de la nouvelle réglementation environnementale. Merci Christian, et aussi pour cette balle bien lancée du coup à Julien, qui va nous pouvoir poursuivre sur le sujet. C'est vrai que les enjeux de demain, c'est quand même d'arriver à consommer moins, de consommer mieux surtout. C'est-à-dire que tout ce qui est eau chaude, refroidissement avec le réchauffement climatique, etc., il faut juger entre consommer moins et avoir un confort quand même au quotidien. C'est-à-dire que les bâtiments de demain, ils sont quand même utilisés... quand même de plus en plus, même s'il y a du télétravail, certes, mais au travail, les températures élevées font, vous l'avez tous vécu, que c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que l'isolation joue. Nous, on doit mettre des process en place pour économiser de l'énergie, mais en même temps refroidir. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Et après vient tout ça, on a cette construction à réaliser dans des délais qui sont toujours de plus en plus courts, avec des délais d'approvisionnement qui sont toujours plus longs. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à jauger tout ça, et avec des prix aussi à maintenir, quoi. Alors les prix, effectivement, on y reviendra plus tard, tout à l'heure. Non, mais pas de souci, c'est très bien de l'aborder maintenant, mais c'est vrai qu'on y reviendra un peu plus en profondeur, du coup, en suivant sur la suite du débat. Du coup, ça me permet de revenir sur Cédric. Effectivement, par rapport à ces enjeux-là, la connectivité, en tout cas, des bâtiments est quand même une vraie opportunité par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour arriver quand même à économiser de l'énergie et surtout de l'utiliser correctement, oui, on interconnecte tous les bâtiments. Aujourd'hui, la génération fait qu'on veut que du connecté, donc faciliter à pouvoir gérer son bâtiment en local ou à distance, de pouvoir interagir avec la partie, je le disais tout à l'heure, avec l'électricité, le chauffage, la climatisation, parce qu'aujourd'hui, le chauffage, c'est une chose, mais on a une région où peut-être on chauffe un petit peu moins que ce qu'on refroidit, je pense. Donc, en fait, on a besoin de pouvoir gérer tout ça à distance, de faciliter et d'assister quelque part un bâtiment on ouvre une fenêtre, un radiateur s'éteint, on a un déclenchement d'une temporisation pour pouvoir gérer la partie lumière. On a toute cette partie-là qui fait qu'on va optimiser la consommation d'énergie pour pouvoir s'y retrouver au niveau du portefeuille et surtout aussi après sur le côté écologie de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc on essaie d'avoir des produits quand même qui consomment de moins en moins et qu'on va aussi
faciliter nous aussi de moins consommer dans nos habitudes. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de la différence, en tout cas, de réduction énergétique entre un bâtiment connecté et le même bâtiment qui n'est pas connecté? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un ordre d'idée de ce que ça peut rapporter, ou en tout cas économiser, de passer de l'un à l'autre, par exemple? J'ai pas les chiffres exacts. Alors peut-être que sur la partie avec l'architecte, de voir un petit peu s'ils ont des chiffres vraiment exacts, mais je pense que quand même on peut arriver facilement sur une économie de 30%. Je pense qu'on y est quand même assez facilement. Donc, et c'est surtout que souvent en fait on consomme beaucoup trop, parce que je prends sur un bâtiment professionnel, peu plus que le particulier, c'est que on ne prête pas attention quand c'est pas nous, on a des gens qui l'utilisent, c'est pas celui qui paye, et très souvent on ne prête pas attention que le chauffage est à 21, 22, 23, 24, 25, je pars du bureau à 6h, peut-être la clim elle tourne jusqu'à 21h, je sais pas, donc tout ça en fait fait qu'on va assister pour pouvoir vraiment gérer les habitudes du bâtiment pour pouvoir couper et optimiser au maximum, quoi. Donc l'énergie, sans dire déjà d'avoir des appareils qui consomment de moins en moins, et c'est ce qui est le cas sur la partie chauffage et ainsi de suite, on consomme de moins en moins, mais aussi de l'utilisation de pas trop. Ça sert à rien de chauffer pendant une demi-heure si on n'est plus au bureau. Bien sûr. Du coup, Christian, ce chiffre 30%, vous êtes d'accord, ou vous avez quelque chose qui... Oui, je pense que c'est si on n'y arrive pas, c'est un objectif vertueux, ça c'est sûr. Mais bon, après il y a aussi la production d'énergie, notamment avec le photovoltaïque, qui va atténuer la consommation. Donc c'est pour ça que les 30%, c'est certainement quelque chose d'atteignable, à condition, comme Cédric l'a précisé, d'avoir la main sur les usages, ce qui est quand même très difficile. Si je peux rebondir sur le sujet, c'est vrai que c'est une vraie opportunité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans les entreprises, elles veulent aussi que l'entreprise consomme moins. C'est vrai que ça devient une demande. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, entreprises, de valoriser un travail, un savoir-faire. C'est-à-dire que mettre en place des détecteurs, mettre en place de l'éclairage LED pour parler courant fort, c'est-à-dire de l'éclairage à basse consommation, ça nous permet à nous de proposer à des clients de réduire leur consommation, donc avoir un visuel, enfin une image ressortie de l'entreprise positive. Et nous, ça nous permet aussi de faire des travaux, hein. Enfin, c'est le cacher. Et c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est quand même, pour moi, c'est une opportunité. Donc c'est bien que ce genre de choses soit mis en place, quoi. Et après, ce que vous dites, pardon Christian, juste pour reformuler, les enjeux sont au-delà de l'économie d'énergie en fin de compte. Hein. Pardon Christian. Et non, je voulais juste préciser, y compris sur les bâtiments existants, puisqu'on parlait du foncier et des bâtiments existants. Je parlais vraiment de bâtiments existants. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, merci. Quand on a des projets de rénovation, je trouve que trop souvent, peut-être, on oublie la sobriété des usages et même des surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate souvent que des gens vont définir leurs besoins, une entreprise, une collectivité va définir ses besoins sans chercher à regarder si ses besoins sont optimisés. Un exemple, une école, alors peut-être pas l'école, mais plutôt de l'universitaire. Est-ce qu'ils vont avoir regardé le taux d'usage des classes ? On va avoir besoin de 12 classes. Ouais, vous avez besoin de 12 classes, mais quand vous regardez votre taux de remplissage de la classe, finalement, il n'est que de 60%. Si on arrivait par de l'organisation à l'amener à 80%, est-ce que finalement, 10 classes ne seraient pas suffisantes ? Et ça arrive forcément très en amont des métiers de Cédric, Julien ou Michel. Christian, il sera peut-être plus confronté, mais... C'est vrai que quand on va chercher, quand on regarde aujourd'hui, on se dit tiens, où est-ce que je vais pouvoir faire des économies sans aller forcément se dire est-ce que déjà je peux réduire mes surfaces ? Est-ce que plutôt que d'agrandir, je peux réorganiser ? Et là, il y a vraiment aussi de la matière grise à mettre pour arriver à cette sobriété qui est nécessaire. Excusez-moi, mais c'est vrai que du coup, avec le développement aussi du télétravail, ces questions-là, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui se les posent en fin de compte. Oui, tout à fait. Oui, Cédric. Juste par rapport aussi au métier où on est proche avec Julien, c'est que on s'aperçoit que, et je rebondis par rapport à l'intervention, c'est on apporte. En fait, avant, quand on vendait du courant fort ou du courant faible, on apportait une prise, un interrupteur, une lumière. Et ça a arrêté là. Aujourd'hui, je pense que Julien, il est dans le même cas que moi, on est sur une stratégie de comment va fonctionner un bâtiment et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter. Donc on apporte plutôt une réflexion, une solution et du service. On n'est plus sur un interrupteur qui allume une salle. On va dire que comment cet interrupteur, comment on va s'en servir. On parlait du télétravail. Aujourd'hui, de plus en plus...
on revient un peu plus de temps en temps sur l'open space, des bureaux tournants. Donc quand c'est qu'ils doivent être allumés, pas allumés, comment ça doit fonctionner. Et en fait, on arrive sur plutôt de l'objet connecté assez facilement, d'apporter du service, la stratégie pour faire des économies et de la facilité aux utilisateurs qui puissent avoir facilement l'utilité de dire j'allume, j'éteins, mais pas beaucoup de réflexion et de l'économie derrière, quoi. Mais on apporte de la solution, quoi. Alors c'est parfait, ça me permet d'avoir la belle transition sur la deuxième question, où on va effectivement être plus axé sur les donneurs d'ordre, mais aussi les utilisateurs, c'est-à-dire aujourd'hui, vos clients, quelles sont leurs attentes? Ça évolue constamment, mais quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous leur répondez? Michel, peut-être. Leurs attentes, le prix, on peut en parler, mais bon. C'est exactement là qu'on peut en parler, effectivement. Ça a toujours été. Moi, je pense qu'ils ont aussi besoin qu'on leur construise des bâtiments ou des infrastructures qui soient en corrélation, effectivement, avec les attentes de la société générale, on va dire, de répondre à la réglementation, aux problématiques. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, on peut amener des solutions, par exemple sur la gestion des eaux pluviales, où on a eu des inondations, on a eu aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur l'eau, en tout cas aujourd'hui. Sur l'eau, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, on travaille différemment pour gérer ces eaux pluviales, pour ne pas les envoyer directement dans les réseaux, pour essayer de les collecter sur la parcelle et éventuellement Pardon, je suis perdu. Mais il n'y a pas de souci, Michel. Reprenez vos esprits. Si vous voulez, je propose peut-être à Christian de prendre la suite et puis on revient à vous en suivant. Les clients aujourd'hui s'interrogent autant que les acteurs du bâtiment et nous, les dernières demandes les plus insistantes, c'était d'essayer de proposer des solutions les plus évolutives avec le plus de potentiel d'évolution possible. C'est-à-dire essayer de, finalement, curieusement, quelquefois moins adapter les formes aux usages ou les apparences de bâtiments aux usages pour que justement ils puissent être reconvertis, reconditionnés à plus ou moins court ou long terme et pour assurer justement cette possibilité de transformation et de reconversion d'un bâtiment pour s'adapter. Ouais. Est-ce que vos clients ont en tête les enjeux ? Dans le sens où effectivement le bâtiment de demain doit peut-être être plus éco-responsable, plus connecté, mais en même temps en face les prix augmentent, les prix explosent, les taux augmentent aussi. Donc tout ce temps, comment ça se passe à ce niveau-là ? Nos clients, entrepreneurs, en général, sont tout à fait au fait des enjeux, quoi. Donc, effectivement, autant des enjeux environnementaux, économiques, que d'évolution du monde du travail. Bon, quand ils construisent un bâtiment à l'intérieur duquel les gens vont travailler, mais ils s'intéressent forcément à l'évolution des travailleurs, quoi, et à leurs attentes. Parce qu'aujourd'hui, y compris pour recruter, il est bon d'avoir un petit discours sur l'environnement, y compris dans son propre bâtiment. Effectivement, en fait, ils ont plein de priorités. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça. Le bien-être des salariés, l'éco-responsabilité, en même temps avec des coûts qui essaient de rentrer dans un budget autant que possible. J'aurais tendance à dire que la réalité financière fait qu'ils ont finalement une finalité vertueuse sans que ce soit le point de départ, forcément, puisque ce sont des chefs d'entreprise plus que des... Ce ne sont pas des gens qui sont là pour justement ne faire que de l'environnemental. Mais de manière induite, c'est comme ça que ça finit. Merci. Olivier, peut-être pour rebondir sur le sujet ? Oui, tout à fait, de manière induite et réglementaire, puisqu'aujourd'hui, on voit quand même qu'on s'apprête manifestement dans tout le tertiaire à avoir une grosse évolution de nos bâtiments de performance thermique, et ça c'est le décret tertiaire qui est paru, alors je n'ai pas la date exacte de parution, mais qui est paru récemment. On a une évolution de la réglementation environnementale qui avant s'appelait réglementation thermique et qui s'appelait réglementation thermique parce que ça ne concernait que la thermique, et aujourd'hui on l'appelle réglementation environnementale parce qu'on a élargi le champ. On ne s'occupe plus que de la thermique, mais on s'occupe aussi du cycle de vie des produits et à la fabrication et au recyclage. Donc il y a aussi une évolution réglementaire qui pousse
à tout ça, alors qui effectivement fait monter les prix, alors au-delà du contexte inflationniste actuel. Et effectivement, aujourd'hui, les clients se retrouvent de plus en plus en questionnement, mais comme l'a dit Christian, hein, comme les acteurs du bâtiment face à cette multiplicité de contraintes qui viennent s'empiler les unes sur les autres, avec toujours vouloir un peu plus, parce qu'on veut toujours plus de confort, on veut toujours plus de facilité, voilà. Et c'est vrai que tout ça fait que c'est de plus en plus complexe. Et ces contraintes sont les mêmes pour un client particulier que professionnel aujourd'hui ? Julien peut-être, hein, du coup ? Ou Olivier ? Alors... Oui, alors pour un client particulier, certainement aussi, puisque la maison individuelle n'est pas du tout le secteur sur lequel j'interviens, mais manifestement, l'évolution réglementaire est très importante. Hein. La réglementation environnementale s'est d'abord appliquée aux maisons individuelles. Hein. On voit qu'elle arrive par paliers dans le tertiaire, pour parler de façon très large. Oui, cette évolution réglementaire s'applique à tout un chacun, particulier comme professionnel. Merci. Julien ? Oui, c'est vrai qu'elle s'applique dans toutes les nouvelles, dans tous les nouveaux bâtiments qui sont construits, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez être obligé d'avoir, pour les bâtiments de plus de 1000 m² quand même, des bâtiments BEPOS, c'est-à-dire bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qu'il va falloir produire plus d'énergie que vous nous consommez. Donc ça, dans tous les cas, c'est la réalité. Donc forcément, ça induit énormément de choses dans tous les corps de métier, que ce soit du bâtisseur du gros œuvre qui construit le bâtiment, au plaquiste qui fait l'isolation, en partie, pas que, mais en partie, et nous, climaticiens, donc pour tout ce qui est chauffage, ventilation, plomberie, la déperdition énergétique, c'est-à-dire ne pas perdre trop d'énergie dans la nature. Enfin, ça paraît assez logique comme ça, mais les bâtiments n'étaient pas forcément construits comme ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que de façon personnelle, je trouve que c'est une très très bonne action d'avoir cette démarche, mais encore faut-il le faire entendre à tous les clients aussi, parce que forcément tout ça, ça a un coût, et il faut savoir le faire comprendre. Mais c'est pas facile, mais c'est notre travail de tous les jours, quoi. Voilà. Effectivement, cette attente entre les attentes des clients et le prix, effectivement, ça peut se tendre aussi, clairement. Ah oui, c'est sûr. Mais après, il faut quand même expliquer les choses. De toute façon, il y a une réglementation qui est là, on ne peut pas y déroger. Et mine de rien, le fait que l'électricité et le gaz augmentent, finalement, ça fait du bien à tout le monde. Enfin, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ça fait prendre conscience quand même que les choses évoluent, quoi. Enfin, c'est vrai que nous, par exemple, on fait des retours sur investissement par rapport aux consommations, en fait, et c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant de faire des travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment de demain, quoi. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt à la rénovation ou à la construction ? Alors, c'est une vaste question. C'est vrai que l'optique de la réglementation RE 2020, là, c'est vrai que normalement, ça serait de faire de la reconstruction sur des terrains existants. Ne pas bâtir sur des terrains neufs, quoi. Mais c'est l'idée. Maintenant, est-ce que c'est possible partout ? Ça devient compliqué, parce que comme l'a dit Michel, c'est vrai que enlever des bâtiments existants, ça implique de la dépollution, ça implique beaucoup de choses, parce qu'on utilise des produits un peu nocifs quand même à certains moments dans la construction, et c'est vrai que tout ça a des coûts, quoi. L'idée est géniale, mais voilà, il faut en arriver au bout, quoi. Michel, vous voulez rebondir ? Oui, l'intérêt qu'on peut avoir avec la réglementation aussi actuelle, c'est qu'on se pose des questions et quelque part au sein des entreprises, on produit des choses qu'on n'aurait pas eu idée il y a quelques années. Et je pense que ça valorise aussi le travail des entreprises de se poser la question sur comment on va pouvoir réutiliser les matériaux en place, comment on les revalorise. Et c'est vraiment ce qui est attendu aujourd'hui par le législateur, qui a produit ces lois, dans le sens où je trouve que c'est valorisant aussi pour les gens qui travaillent dans l'entreprise de se dire comment moi aussi je contribue. Donc ça peut être vécu par le maître d'ouvrage comme une contrainte, mais je trouve qu'au sein des entreprises, c'est de la mise en valeur aussi des personnes qui travaillent et qui réfléchissent à toutes ces problématiques.
Oui, c'est plusieurs maillons de chaîne en fait qui s'imbriquent pour la réussite quand même quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, juste pour rebondir, c'est vrai que ça implique encore plus les salariés et les jeunes à venir dans le bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à recruter, que ça soit jeune ou moins jeune, mais dans tous les cas, les jeunes qui arrivent et qui font des études, aller dans le bâtiment, c'était pas forcément une image positive. Et c'est vrai qu'en développant ça avec ces réglementations qui sont appliquées, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça donne un sens, exactement. Ça. Ça demande un réel savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser et construire un bâtiment sans avoir toutes ces connaissances qui sont liées autour de la réglementation. Merci. Alors, juste pour répondre à votre question, peut-être apporter un éclairage sur neuf ou rénovation. Il y a aussi une évolution réglementaire récente qui est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui impose, merci pour la traduction, qui impose aux collectivités en fait de moins en moins utiliser le patrimoine vierge. Alors, vierge, attention, on n'en a plus en France du patrimoine vierge au sens propre du terme, mais des terres non artificialisées. Et on voit bien que l'artificialisation des sols, est un enjeu aussi de demain avec la réduction de ça. Et on le voit d'ailleurs chaque fois qu'il y a des projets émergents. L'autoroute Castres-Toulouse en ce moment fait débat. Oui, mais c'est un sujet d'artificialisation, c'est un sujet de projet neuf et beaucoup de voix s'élèvent pour dire derrière, réutilisons les infrastructures existantes. Voilà. Et c'est vrai que c'est pareil dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, il y a quand même malgré tout une évolution réglementaire qui va dire avant de construire et d'étendre et de construire du neuf, avez-vous bien évalué votre patrimoine existant. Et ça, c'est vrai surtout sur les grosses collectivités et notamment tout ce qui est patrimoine de l'État. Il y a eu des directives très récentes là de la Première ministre dans ce sens-là en disant optimisons, et tous les projets neufs sur le bâtiment en terre universitaire est très très souvent remis en question. Si on peut résumer en tout cas un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que clairement, la réflexion et les études de vos clients aujourd'hui ont clairement changé, évolué par rapport aux attentes qu'il y a aujourd'hui, par rapport aux différentes réglementations notamment. Pour terminer un petit peu, on va essayer de voir un petit peu vers le futur. On a beaucoup parlé de présent, mais selon vous, comment est le bâtiment de demain ? Comment on l'imagine ? Comment vous, par vos différents corps de métier, comment sera le bâtiment de demain ? Cédric, peut-être ? En fait, le bâtiment de demain, je pense qu'on a la chance aujourd'hui, entre les réglementations et la nouvelle génération qui est là, aujourd'hui, tout le monde veut passer. Donc, la nouvelle génération, elle est vraiment le côté écologie, économie. Je pense qu'ils ont pris conscience que malheureusement, il faut que tout le monde fasse attention à nos consommations, à notre façon de consommer, parce que derrière, il y a la pollution, il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes d'électricité, les problèmes de gaz. Donc, je pense que la génération en a pris conscience. Donc aujourd'hui, le bâtiment de demain, c'est que il faut qu'il consomme pas, qu'il soit facilité à utiliser, et derrière, je pense aussi mutualiser. Je pense que tout va s'imbriquer. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde fait des bâtiments où il y a plusieurs activités, plusieurs échanges, et qu'un bâtiment consomme avec plus de monde. Et tournant, parce qu'en fait, tout le monde utilise un bâtiment avec des métiers qui se rapprochent et une interaction de tout ça. Moi, c'est ce que je vois pour demain. Après, on ne sait pas trop où c'est qu'on va, parce qu'on parlait tout à l'heure de prix. Est-ce qu'on aura les moyens et le prix pour payer tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments, quand même, je pense que partout ça augmente, les tarifs. Et derrière aussi, est-ce que, en dehors du tarif qui augmente, c'est-à-dire, est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir payer et de pouvoir assumer tous ces bâtiments-là et l'entretien ? Parce qu'aujourd'hui, un bâtiment qui vit, qui est connecté, il faut l'entretenir. Parce qu'il y a de plus en plus de systèmes qu'il faut entretenir, quoi. C'est pas un bâtiment en béton avec 3 fils, comme il se faisait à une époque, et ça fonctionnait, et puis 15 ans ou 20 ans après, on faisait une petite réno et tout allait bien. Aujourd'hui, le bâtiment, il vit. La climatisation, le gainage, l'incendie, il y a plein de choses qui fait qu'il y a un entretien à faire. Et voilà, c'est de dire comment ça va arriver
que les gens auront les moyens de pouvoir continuer à assumer et payer. Les moyens de leur ambition. Comment ? Qu'on aura les moyens de notre ambition. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on n'aura quand même aussi pas le choix parce que malheureusement, il fait de plus en plus chaud, on a de moins en moins d'eau. Enfin, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. L'électricité, enfin, je veux dire, c'est quand même un gros sujet. La consommation électrique, quand certains ont pris x3, x5, x6, x10 le prix de la consommation électrique. Donc, oui, est-ce qu'on aura les moyens ? Et puis tout va de plus en plus vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour financer ces projets-là, ça sera peut-être pas plus simple, enfin si, ça sera certainement plus simple de financer des projets avec une vraie réflexion derrière que des projets qui aujourd'hui n'ont pas du tout acté cette manière de penser pour demain. Peut-être, Christian, vous voulez rebondir dessus ? Oui, je pense que c'est tout à fait exact le propos que tient Cédric, évidemment, mais c'est vrai qu'à la fois, essayer d'optimiser, économiser, tout le monde en a conscience, et surtout, effectivement, les plus jeunes générations, mais Olivier en a parlé, le confort qui est attendu peut générer aussi des dépenses, quoi, et de la consommation. Donc, trouver l'équilibre entre le plus de confort et le moins consommé n'est pas si évident, parce que c'est vrai que les jeunes, j'ai moi-même une adolescente dans les murs, qui est toujours collée sur son portable. Je suis pas sûr qu'elle ait toujours à l'esprit la notion d'économie. Il y a des thématiques qui sont plus favorables que d'autres. Donc, et ça, c'est un débat sociétal, quoi. C'est vrai que il faut essayer d'évoluer sans aller vers de la précarité. Oui. C'est vrai, hein, on a tendance à vouloir que ce soit plutôt l'autre qui fasse l'effort plutôt que soi-même. Hein. Ça, c'est, je dirais, un peu humain. Mais le bâtiment de demain devra de toute façon être dense, sobre et très certainement bâti ou sur une structure existante. Je pense que vraiment... Alors, il sera forcément ultra connecté. Voilà, il sera certainement très connecté en tout cas. On n'est pas prêt de poser le téléphone, quoi. Alors, ce qui est curieux, c'est que ultra connecté, c'est très bien. Mieux gérer un bâtiment, c'est très bien. Mais comme l'a dit Cédric, il faut aussi maintenir toutes ces installations, les faire évoluer en fonction de l'évolution des besoins ou des réglementations. Et ça veut dire que derrière, il y a de l'intendance, quoi. Et ça, qui peut le comprendre, le financer et le gérer ? Et puis on le voit aujourd'hui. On passe par l'informatique, on se rend compte que l'informatique, à une époque, on achetait un PC, ça tournait et on le changeait. Aujourd'hui, c'est du récurrent. On paye des licences, on paye des mises à jour. Je pense que même, je ne suis pas dans les systèmes de climatisation, de chauffage, mais c'est du logiciel. On n'est plus sur le petit moteur qui tournait et qui faisait qu'on y faisait trois petits entretiens de temps en temps. Aujourd'hui, c'est purement de l'informatique, tout est des systèmes, moi je le vois pour ma partie à moi, alarme, vidéo, contrôle d'accès, téléphonie, on n'a plus rien local, tout est hébergé sur des data centers, enfin je veux dire, c'est que des mises à jour, donc oui, il faut l'entretenir, et tout ça, c'était un coût qu'on n'avait pas à l'époque, dans nos budgets chefs d'entreprise, on avait la ligne un petit peu, certaines licences, mais aujourd'hui c'est des coûts d'entretien qui sont quand même récurrents. On voit une répartition des coûts, en fait, on le voit même sur l'énergie, c'est vrai qu'on fait des économies d'énergie, mais à côté de ça, l'argent qu'on ne met plus dans de l'énergie ou dans du gaspillage énergétique, on va le mettre effectivement, comme l'a dit Cédric, plus sur du logiciel, sur de la maintenance. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, l'économie du bâtiment rejoint aussi l'économie plus générale. C'est-à-dire qu'on est passé quand même d'une tendance à acheter à une tendance à louer pour l'usage, en fait. Et le bâtiment y arrive aussi, en fin de compte, dans le sens où on n'achète plus quelque chose et qui va nous durer 10, 15, 20 ans, mais par contre, on l'achète et on l'entretient, en tout cas, voilà, de manière régulière. Il y a des choses à y faire derrière, quoi. Comme une location, par exemple. Oui, on le voit même d'ailleurs sur de la location de bureau. On a beaucoup de pépinières, dans ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise, qui se mettent en place avec, je vais louer un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, puis le mois d'après, j'en ai plus que 2. En fonction de ça, on est sur de la location de tout, mais dans plein de choses, en fait. Alors après, est-ce que c'est vers ça qu'on... On peut reconnaître que la réglementation, même si elle apparaît souvent comme une contrainte, elle facilite la démarche, quoi, et là où on doit aller, quoi. Où on doit aller. Et puis je pense qu'on loue tout aujourd'hui parce que je pense qu'on a peur d'affronter le prix. Aujourd'hui, si on donnait un prix réel de tout,
mais les gens auraient peur. Je veux dire, je pense que vous allez chez votre concessionnaire automobile aujourd'hui, il n'y a plus le prix d'une voiture sur le pare-brise, c'est le prix d'un loyer. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire peur à tout le monde et on annonce un loyer, une location. C'est effectivement peut-être un des facteurs. Michel, vous vouliez rebondir ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, il y a un sujet qui me paraît important aussi, c'est le confort des bâtiments. Alors, je ne vais pas parler à la place de l'architecte à l'intérieur du bâtiment. Vous pouvez. mais je pense que le confort aussi est une attente forte, y compris des salariés ou des utilisateurs. Mais on va le retrouver dans le bâtiment. Moi, je vais parler de par mon expertise de l'extérieur. Et aujourd'hui, en désimperméabilisant, on génère aussi un confort extérieur et qui est aussi important pour les utilisateurs. C'est-à-dire que je pense qu'un bâtiment qui vit bien, qui vit longtemps, est un bâtiment où on se sent bien. Quand je parle du bâtiment, je parle aussi de ce qui est autour. De son environnement. Tout à fait. C'est vrai. Julien, peut-être, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est vrai que ce que je pensais aussi, c'est que les bâtiments de demain, en effet, ils sont de plus en plus connectés, mais il faut que ça devienne aussi, assez simple d'usage, quoi. Parce que le problème de ça, c'est qu'on fait beaucoup d'évolutions. On a parlé de la clim, on a parlé de la climatisation, des télécommandes, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous, une fois qu'on a mis en service en tant qu'entreprise, la plupart des usagers ne savent pas forcément l'utiliser. Même si on fait des formations, on explique, on fait des notices, etc. Mais en fait, on se rend compte, en venant un an après chez ce client, que l'utilisation n'est pas celle qui devrait être. Voilà. Donc c'est vrai que essayer dans les nouvelles technologies de simplifier les choses, quoi, pour que ça soit, ou d'avoir un mainteneur, mais le problème c'est que forcément ça inclut des coûts associés, mais c'est vrai que c'est important, parce que sinon on se retrouve avec des bâtiments en chauffe encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas passé en froid, parce qu'on n'a pas régulé, parce qu'on n'a pas ouvert les fenêtres, enfin voilà, il y a plein de sujets quand même, il y a de la sensibilisation, et forcément ça vient pas, on est passé d'une technologie assez basique à quelque chose de vraiment poussé en peu de temps en fait finalement. Au final, comment on atteint cet objectif ? Comment concrètement on va réussir à le mettre en place, à le construire, ce bâtiment ? Christian, peut-être ? Certainement en mettant plus d'énergie sur la partie ingénierie, sur la partie pluridisciplinaire, c'est-à-dire avoir plusieurs interlocuteurs dès la conception du projet et peut-être même dès la définition des besoins. Pour avoir un maximum d'expertise avec des spécialités et des réglementations qui deviennent de plus en plus complexes et qui sont difficiles à gérer par un seul savoir-faire. Donc, accumuler savoir-faire, alors bon, ça a toujours une incidence éventuellement financière, mais pas que, parce que ça peut aussi réduire le coût du bâtiment au final. Donc, on peut peut-être même gagner de l'argent en dépensant cette énergie au bon moment. Donc c'est certainement un des enjeux, et là on parle de la phase plutôt conceptuelle, et en exécution c'est un petit peu le même débat. Il faut aussi mettre des gens compétents en exécution, les former s'ils ont besoin de l'être. On parlait de la maintenance dans les discours précédents, c'est également un savoir-faire. La mise en service c'est pareil, puisque les systèmes sont de plus en plus complexes, il faut des gens qui savent les utiliser derrière. Oui, je vais rebondir sur les propos de Christian. Tout à fait. L'essentiel aujourd'hui, c'est la définition du besoin. Faut vraiment, c'est vraiment des phases qui sont trop souvent occultées en fait, sur les constructions, sur les projets de bâtiments. Et puis, je vais même insister sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ajouter de l'ingénierie. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'ingénierie sur la construction d'un bâtiment. La part d'ingénierie qui est représentée sur un coût global d'opération est trop faible par rapport à toute la technicité qu'il y a et par rapport à toute la matière grise qu'il faudrait pour arriver à concrétiser vraiment un projet qui soit fiable, viable et pérenne. Oui, ce que vous dites, c'est que clairement, ça a évolué du côté du bâtiment aussi, en termes de montée en compétences, de formation, pour répondre effectivement aux enjeux de demain. Là, c'est important aussi que les clients, les utilisateurs finaux, puissent aussi être formés pour pérenniser ça aussi, mais aussi prendre conscience de l'intérêt de toutes ces formations, toute cette ingénierie dès la conception du projet, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, on a encore des gens qui, pour aller construire des gros projets, la première réflexe qu'ils ont, c'est d'aller voir un maçon. Non. Bon, voir un architecte, oui, mais même aller voir justement quelqu'un, un programmiste, quelqu'un qui va faire de la définition du besoin, et ensuite, qui va t'aider à définir vraiment
ce dont tu as besoin, comment tu vas le faire, comment tu peux le financer, et à partir de là, effectivement, après, on ira voir un architecte qui s'entourera de plusieurs compétences, puisque même aussi bon soit l'architecte, il n'a pas forcément des compétences de dimensionnement de structure pour la conception de la structure béton, il n'a pas forcément de compétences dans les systèmes courant faible, courant fort, chauffage, climatisation, études thermiques. Et aujourd'hui, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut venir ajouter, en fait, qu'il faut venir empiler, et donc forcément avec les coûts associés. Dans tous les cas, il faut effectivement qu'il y ait derrière une évolution des mentalités par rapport à ça. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter, mais je suis complètement d'accord avec vous, évidemment, mais je pense que les entreprises aussi ont leur pleine action à apporter, dans le sens où, de par leur connaissance propre, de par leur expérience, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises savent apporter des solutions en fonction, effectivement, d'une bonne définition des besoins. Les entreprises savent apporter des solutions qui vont répondre aux besoins et aux attentes du maître d'ouvrage. Et quand vous dites entreprise, c'est les entreprises du bâtiment. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut être conscient, en tout cas, qu'on n'aura plus qu'un seul interlocuteur, mais qu'effectivement, ça sera une équipe pluridisciplinaire qui se mettra en quatre pour atteindre le bâtiment de demain qui correspondra aux attentes des clients, en fin de compte. C'est ça. Une remarque finalement très intéressante que vous faites, parce qu'effectivement, l'entreprise, dans le process de réalisation d'un projet, intervient après toute la phase d'ingénierie. Elle n'est jamais mise dans les tuyaux avant, et pour cause, puisqu'on imagine en consulter 3, 4, le minimum. Et donc, du coup, quand elle intervient, elle est moins force de proposition, parce que les systèmes sont déjà établis ou préétablis. Donc, je dis ça juste pour dire qu'il y a quelques processus de construction qui fonctionnent en entreprise, on appelle ça du tout corps d'État, ou de l'entreprise dite générale. Bon, je sais que les architectes, les concepteurs, les maîtres d'ouvrage, mais quelquefois, sont un peu réticents à ce type de fonctionnement, mais effectivement, ça peut avoir un intérêt également, et surtout avec les réglementations actuelles et à venir, la question se pose. Il y a déjà des gens qui se le posent, des maîtres d'ouvrage qui se la posent et qui préfèrent avoir des bâtiments qui se construisent qu'en entreprise générale, parce elles ont remarqué que la pertinence, l'expertise des entreprises, quand on les met dans le process d'élaboration du projet plus tôt, peut aussi apporter des choses. C'est vrai pour l'extérieur, pour l'intérieur, c'est vrai. En Alloty, je pense qu'on peut, chacun sur son créneau, aussi apporter notre expertise. Ça dépend à quel moment on arrive. Même des fois... Il peut suffire... Excusez-moi. Non, mais allez-y, Olivier, après je laisserai la parole à Cédric. Il peut suffire, effectivement, d'être peut-être moins restrictif dans les préconisations qui sont faites. Mais finalement, aujourd'hui, pourquoi on va vers ça ? Parce que des fois, il n'y a pas eu assez de réflexion en amont, et du coup, on a besoin de la réflexion de l'entreprise. Et à un moment donné, alors que la matière grise vienne d'un bureau d'études ou du bureau d'études de l'entreprise, peu importe. Mais on voit qu'il y a vraiment besoin de mettre cette matière grise au service du projet. Merci Olivier. Cédric, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a l'ingénierie, on a tous les produits aujourd'hui quand même qui sont très bien réfléchis et qui évoluent. On a tout ce qu'il faut, le bâtiment a évolué. Mais je pense que aussi il faut qu'on travaille sur un cahier des charges et qu'on prenne le temps sur un cahier des charges de fonctionnement et d'accompagner le client après, parce qu'on amène un joli bébé. C'est comme on a des super téléphones, des super ordinateurs, mais on utilise souvent 10% de ce qu'il sait faire parce qu'on ne prend pas le temps après de l'utiliser. Donc on amène des super bâtiments, on a tout ce qu'il faut en ingénierie, en intelligence matérielle, je parle pour la domotique, mais l'accompagnement sur la partie clim, chauffage et tout ce qu'il y a derrière. On a tout ce qu'il faut, mais on ne l'utilise pas et on prend pas le temps d'utiliser. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse accompagner nos clients sur un bâtiment, sur la façon de travailler avec son bâtiment et de l'accompagner peut-être pendant 3 mois, 6 mois sur le fonctionnement et comment arriver à bien tout régler comme il faut et que tout le monde sache l'utiliser pour que le bâtiment fonctionne bien, et ce qu'on apporte comme technologie pour arriver à réduire. On parlait des coûts, on parlait d'écologie, tout ça, mais il faut qu'on puisse aussi l'accompagner. Au final, on aborde, et je vous donne la parole, Julien, on aborde le fait que les entreprises du bâtiment évoluent aussi, mais est-ce que, ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu par rapport à ces entreprises-là, est-ce qu'elles en ont déjà conscience elles-mêmes, en fait ? Alors, je pense qu'ils en ont conscience, mais aujourd'hui, on est tous pareils, tout va très vite, et nous, dans l'entreprise, aujourd'hui, on prend un bâtiment,
on veut déménager, mais on voudrait déménager presque avant la date de déménagement et l'exploiter au maximum parce qu'il faut derrière après produire. Et on ne prend pas le temps de regarder comment ça fonctionne, pourquoi, comment. Enfin, on appuie sur un bouton et pourtant on demande d'avoir des produits qui fassent des choses extraordinaires, mais on appuie sur on-off et c'est tout. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le temps. Julien, peut-être pour terminer. C'est exactement ce que je voulais dire. En fait, ce que j'allais dire exactement ces propos, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pas dans l'air du temps, mais il faut savoir prendre son temps. Voilà. En ce moment, c'est vraiment ça. Il faut laisser le temps au temps pour qu'on puisse faire les bâtiments de demain comme il faut, quoi. Voilà. Merci pour cette belle phrase de fin. En tout cas, je vous remercie tous les 5 pour ce très beau débat. Merci à vous qui nous avez suivis pendant cette heure autour de ce thème, le bâtiment de demain. Vous retrouverez bien évidemment toutes les informations de nos experts et puis regardez en replay bien évidemment cette émission sur le site de Tremplin TV. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain débat. Merci, au revoir.